Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti, dans l'actualité de ce mercredi 1er juin. Les épreuves du brevet d'études fondamentales pour la session 2022 pour les élèves de 9e année ont démarré ce matin dans les centres d'examen prévus de la capitale et dans les régions. Une semaine après la fusillade d'une école qui a fait 21 morts, Ulvadé organise ses premières obsèques. Et nous entamons cette édition par cette information. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, à la tête d'une importante délégation composée des hauts responsables des forces armées djiboutiennes et de la gendarmerie nationale, a accueilli le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed. De retour au pays, le corps de la Défense a voulu lui témoigner de son affection à travers cet accueil solennel. Agréablement surpris, Hassan Omar Mohamed a salué et remercié individuellement l'ensemble de la délégation pour cette initiative bienveillante. Les épreuves du brevet d'études fondamentales pour la session 2022 pour les élèves de 9e année ont démarré ce matin dans les centres d'examen de la capitale et dans les régions. Cette année, quelques 10 743 candidats se sont présentés aux épreuves écrites du BEF dans les 39 centres d'examen de la capitale et des régions de l'intérieur. Conformément à la politique de décentralisation, les examens se déroulent aussi bien dans la capitale où quelques 19 centres d'examen ont été mis en place dans les différentes communes. 20 autres sont opérationnels dans les régions de l'intérieur. Plusieurs centaines d'enseignants et de personnels administratifs sont également mobilisés pour assurer la bonne tenue des examens. Très tôt ce matin, les centres d'examen ont ouvert et les candidats ont planché sur les épreuves écrites dans les disciplines principales comme les mathématiques, le français, etc. Le ministère de l'Éducation nationale avait assuré une parfaite organisation des épreuves, sécurité des sites d'examen, mobilisation policière, mais aussi des enseignants et des personnels administratifs pour assurer la surveillance des salles d'examen et prévenir ainsi toute éventuelle fraude. À la tête d'une forte délégation, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a visité plusieurs centres d'examen de la capitale pour constater de près le bon déroulement des épreuves. La visite a démarré par le collège du Hodam 3, où le ministre et ses proches collaborateurs ont été accueillis par le principal de l'établissement. Le ministre et sa délégation ont visité les salles d'examen et le secrétariat pour s'assurer que les conditions matérielles étaient toutes réunies pour pouvoir organiser les épreuves du BEF dans de bonnes conditions. Puis la délégation s'est dirigée vers les collèges de Hodan 2 avant de finir par le collège de Bel'Ass. À chacune des étapes de la visite du ministre, le ministre et sa délégation ont pu observer et juger de la qualité de l'organisation matérielle des épreuves. Ils ont eu quelques échanges avec les responsables pédagogiques et les chefs de centre pour s'enquérir du bon déroulement des examens. Le ministre a tenu à conclure sa tournée par la direction des examens et des concours, où il s'est entretenu avec la directrice pour accueillir ses observations et ses remarques sur les préparatifs matériels des épreuves. C'est avec un sentiment de satisfaction que le ministre a fini sa tournée. Il a déclaré que les épreuves du BEF se déroulent dans des bonnes conditions et que les résultats seront proclamés selon le calendrier initial.
La Société nationale de la Croix-Rouge de Djibouti a organisé l'Assemblée générale ce matin au Palais du Peuple. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail, a été accueillie par le président de la Croix-Rouge de Djibouti, Abdi Farah Ahmed, et a visité les différents stands de la Croix-Rouge de Djibouti. Rappelons que la Croix-Rouge de Djibouti est fondée sur la base des conventions de Genève et des principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est créée le 1er août 1977, après quelques mois de notre indépendance. Ce grand rassemblement fait un rappel général sur les droits et les devoirs, de même que l'obligation et la nécessité pour toutes et pour tous les acteurs humanitaires. Alors, ces derniers mois ont été éprouvants et compliqués. Mais cette séance témoigne de la capacité de CRD à surmonter les difficultés et à donner un nouveau vent à l'organisation. Il est essentiel que dans les semaines et les mois à venir, le CRD, appuyé par les partenaires du mouvement, puisse établir une feuille de route et un plan d'action réaliste et clair pour affirmer sa capacité et statut d'acteur humanitaire clé et renforcer sa rôle auxiliaire vis-à-vis l'État, vis-à-vis le gouvernement de Djibouti. Cette transition, comme toutes les transitions en fait, ne sera pas facile. Mais aujourd'hui, je veux vous assurer que vous n'êtes pas seul et que les partenaires du mouvement présents ici, Fédération, CICR et Croix-Rouge Kenyan, ainsi que des autres que nous espérons se joindre à nous, sont prêts à fournir le soutien et l'action collective pour assurer un processus réussi. Ce ne sera pas facile, mais je suis vraiment optimiste. La célébration de ces rencontres souligne finalement la solidité et la bonne santé de cette institution. Nous sommes prêts à discuter et à examiner des propositions concrètes de manière proactive et ouverte. Et je suis sûr que les prochaines semaines et les prochains mois vont être clés pour définir l'avenir et les ambitions de la Société nationale du Djibouti. Par le présent, j'ai le plaisir d'être avec vous dans cette importante Assemblée générale du Croissant-Rouge de Djibouti. Le CICR a une étroite collaboration avec la Société nationale du Croissant-Rouge de Djibouti qui date de longue date. Cette année, nous avons signé l'accord de partenariat courant l'exercice de l'année 2022, le 14 avril 2022. Par conséquent, la mission de CICR Djibouti réitère ses disponibilités et son soutien au Croissant-Rouge de Djibouti. Par la même occasion, j'encourage et félicite les membres du Croissant-Rouge de Djibouti, tous présents ici pour la tenue de cette Assemblée générale. Écoutons à présent un extrait du discours du président de la Croissant-Rouge de Djibouti, Abdi Farah Ahmed. C'est pour moi un grand honneur et un réel privilège d'assurer aujourd'hui la présidence de cette Assemblée générale du Croissant-Rouge de Djibouti. En effet, l'organisation de cette Assemblée intervient après 2 années de crise sanitaire mondiale et sans précédent et marque un tournant majeur dans l'histoire de notre jeune institution. Constituant ainsi l'une des plus anciennes organisations humanitaires du pays, si ce n'est la plus ancienne,
Le Croissant-Rouge de Djibouti œuvre au quotidien dans le but d'atténuer la souffrance et d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes les plus vulnérables. À travers son action, il a su faire différence dans le quotidien de beaucoup de nos concitoyens en situation de vulnérabilité. Je pense particulièrement au travail accompli depuis des années dans la prévention contre la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Cependant, à l'ère des défis humanitaires en constante mutation, l'action du Croissant-Rouge doit constamment se réajuster et s'adapter si nous voulons véritablement réduire les vulnérabilités et espérer offrir de meilleures perspectives à nos concitoyens les plus faibles. Il est évident que les exigences des temps présents nous ont permis de renforcer nos engagements humanitaires au fil des années avec la mise en œuvre de programmes de réponse adaptés aux besoins de nos bénéficiaires, et ces efforts se doivent d'être consolidés. Je suis profondément convaincu que pour mener à bien sa mission humanitaire, le Croissant-Rouge pourra compter sur une structure de gouvernance forte. Il est donc capital que cette Assemblée générale concentre ses efforts en vue de doter la société d'organes de gouvernance capables de hisser haut le renommée de l'institution dans le paysage humanitaire national. Écoutons cette fois un extrait donc du discours de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaël, prononcé à cette occasion. Donc le 1er août 1977, quelques mois après l'indépendance du pays, par un groupe de citoyens animés par la volonté d'aider leurs prochains dans leurs besoins, le Croissant-Rouge de Djibouti a aussitôt été apprécié à sa juste valeur par le gouvernement de Djibouti en le décrétant donc 3 ans après, en 1980, association d'utilité publique. Cette noble institution, la plus ancienne du pays, qui fête cette année en même temps que notre pays, son 45e anniversaire, a traversé toutes les difficultés dans le temps et son engagement reste authentique. Seul un projet donc bien fondé peut procurer cette résilience et en tant que Djiboutiens, nous ne pouvons que nous en féliciter pour cet engagement de cœur. L'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens les plus vulnérables n'est pas l'apanage d'un seul acteur. Elle nous incombe à tous, gouvernements, sociétés civiles, institutions et organismes internationaux. Et comme l'a si bien formulé le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, nous ne devons laisser personne sur le bord de la route. Nous partageons les mêmes valeurs et principes, celles d'alléger à travers nos interventions à caractère social, notamment face aux urgences, le fardeau de la pauvreté de nos populations les plus vulnérables et les plus démunies. Le gouvernement de Djibouti, et plus particulièrement mon département des affaires sociales et des solidarités, n'a pas vocation à tout faire seul. Mais au contraire, nous sommes convaincus qu'en conjuguant nos efforts, en associant nos expertises et notre savoir-faire, nous pouvons aller encore plus loin pour mieux servir et mieux alléger la vulnérabilité, quelle qu'elle soit et où qu'elle se trouve. Le ministère des Affaires sociales travaille activement déjà avec les ONG nationales telles que l'UNFD et d'autres organisations et associations de 1901. C'est parce qu'on est convaincu qu'ensemble, nous pouvons vaincre la pauvreté. Je ne saurais terminer mon intervention sans m'engager aux côtés de la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti pour lui manifester mon admiration et mon soutien. La ministre également des Affaires sociales et de solidarité que je suis se pose comme une partenaire et une interlocutrice pour que, ensemble, nous puissions parfaire nos engagements respectifs. Je déclare donc ouverte la séance de l'Assemblée générale et je vous souhaite tous un excellent séjour dans notre pays. Merci. Direction la Suisse où le ministre de la Communication, Radouane Abdoulaye Bahdoun, participe
au Forum mondial sur la société de l'information qui se tient à Genève. Le sommet mondial sur la société de l'information est le plus grand rassemblement annuel mondial de la communauté d'éthique pour le développement. C'est une plateforme mondiale multipartite facilitant la mise en œuvre des lignes d'action du sommet mondial sur la société de l'information pour faire progresser le développement durable. Le forum est organisé par l'UIT, l'UNESCO et le PNUD et d'autres organisations des Nations Unies. Le sommet mondial sur la société de l'information a pour vocation d'établir une vision commune du rôle d'éthique pour le partage de l'information et de la connaissance et de proposer des orientations et un plan d'action en vue de combler la fracture numérique entre les pays moins développés donc, et les pays développés. C'est les pays en développement et les pays développés. Cette année, le thème choisi est l'éthique pour le bien-être, l'inclusion et la résilience. Cette rencontre a permis de réunir cette année plus de 2000 experts et défenseurs de la technologie, de l'information et de la communication du monde entier, dans une centaine de ministères, de ministres et de dirigeants d'organisations internationales et des représentants d'entreprises, de la société civile et des milieux d'universitaires afin d'examiner les progrès accomplis dans le domaine d'éthique et de fixer des priorités pour atteindre les objectifs de développement durable. Dans cette manifestation, la République de Djibouti était représentée par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, à la tête d'une forte délégation. Et comme chaque année, le sommet mondial sur la société de l'information est divisé en deux pistes. La piste composée de déclarations officielles, remise des prix et l'approbation des documents finaux. Et le forum TREC qui est le résultat d'un processus de consultation ouvert à la participation de toutes les parties prenantes du sommet. En marge de ce sommet, le ministre de la Communication a rencontré hier le secrétaire général de l'UIT, M. Zhao. Cette rencontre a permis au ministre de discuter avec le secrétaire général la vision du gouvernement qui consiste à permettre au peuple d'accéder aux technologies, aux opportunités et aux solutions dont il a besoin, ainsi que les progrès significatifs qui ont été réalisés pour accompagner la vulgarisation de l'usage d'éthique. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Aouel-Sama, a eu ce matin une réunion de travail avec l'ambassadeur d'Égypte auprès de la République de Djibouti dans ses bureaux. Une réunion donc relative aux échanges bilatéraux et commerciaux. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations commerciales ainsi que le tourisme. L'ambassadeur n'a pas manqué de rappeler les relations fraternelles et historiques qui existent entre les deux pays. Le ministre a pour sa part passé en revue les domaines de coopération entre les deux pays amis et les moyens de le renforcer et de le raffermir, notamment dans le domaine du commerce, de l'industrie et du tourisme. Je vous amène au Qatar cette fois, où une délégation conduite par le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, qui a visité aujourd'hui le siège de la prestigieuse Aspire Academy à Doha au Qatar, le responsable numéro 1 du sport, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar et de plusieurs hauts cadres de son département, a été accueilli à son arrivée par les responsables de la zone, notamment le responsable du centre hospitalier ultramoderne spécialisé en orthopédie, en médecine de sport et le responsable du centre de formation avant de procéder à une visite guidée. Dans son intervention, le secrétaire d'État a fait éloge de l'Académie et a souligné l'importance du concept ainsi que la mission de l'Académie qui consiste à former de futurs leaders et champions du Qatar dans le sport et la vie sur la base de la dualité bien équilibrée entre le sport et l'éducation en tant que vecteur de développement humain. Cette académie est considérée comme la première académie mondiale pour le développement des jeunes athlètes en raison de ses installations et de ses ressources au plus haut niveau, équipée de technologies de pointe et de professionnels renommés, menant des programmes de sciences, du sport et de performance. À la fin de la visite de l'académie, les deux parties sont réjouies des discussions productives sur les perspectives de leur future collaboration. En Arabie Saoudite, une délégation de l'autorité des ports et des zones franches de la République de Djibouti, conduite par son président, Boubacar Omar Hadi, a rencontré le secrétaire général de l'Union des chambres de commerce saoudiennes, en présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamaklama, le directeur
général des affaires du secteur privé de l'autorité générale du commerce extérieur et le président de la partie saoudienne au sein du Conseil d'affaires djibouto-saoudien. Dans une brève allocution, ce dernier a souhaité la bienvenue à la délégation djiboutienne avant de passer en revue la vision 2030 du Royaume et ses axes visant à mettre à niveau les domaines commercial et économiques et les échanges commerciaux au niveau régional et international, notant que le volume des échanges commerciaux entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti s'élève à environ 7 millions de rials. De son côté, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Omar Hadi, a salué les relations amicales, fraternelles et historiques entre les deux pays frères, saluant les efforts déployés pour renforcer la coopération commerciale. Après cela, l'équipe djiboutienne a fait une présentation sur les zones franches, les opportunités d'investissement et les services offerts aux investisseurs. Par ailleurs, les discussions ont porté sur le projet de transport aérien de l'Asie vers l'Afrique via les ports de Djibouti. La partie saoudienne a proposé l'initiative de créer une zone commerciale basée à Djibouti, chargée de transférer les produits et les industries saoudiennes vers Djibouti, puis vers le reste de l'Afrique, en tirant parti des capacités et des installations fournies par les infrastructures de pointe portière de Djibouti comme point d'entrée vital vers le continent. Ils ont également évoqué l'idée d'un jumelage entre les ports de Djibouti, entre les ports donc, de Djibouti et celui de Jazan, qui a été salué par le chef de la délégation djiboutienne, soulignant la disponibilité de son pays à promouvoir ce jumelage en activant la ligne maritime reliant Djibouti et Jazan. Les deux parties ont convenu de traduire les résultats des réunions en une réalité pratique qui corresponde aux aspirations des deux dirigeants des deux pays. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti en Islande, avec résidence à Paris, Ayed Moussaïd Yahya, a remis hier ses lettres de créance au président islandais Johannesson lors de la rencontre, lors de la cérémonie officielle de remise des lettres de créance qui s'est déroulée à la résidence du président. L'ambassadeur djiboutien, après les salutations d'usage, a transmis les salutations amicales et cordiales du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. À l'issue de cette cérémonie, le président Johannesson et le diplomate djiboutien ont eu un entretien privé durant lequel ont été évoquées les relations bilatérales entre la République de Djibouti et l'Islande, et plus particulièrement la visite du chef de l'État djiboutien en 2007 et la coopération qui s'était instaurée, et plus particulièrement dans le domaine de la géothermie. L'ambassadeur s'est également entretenu avec deux doctorantes djiboutiennes dans le domaine de la géothermie envoyées par l'ODEG. Le port polyvalent de Doralé, le DMP, a accueilli aujourd'hui un navire qui a déchargé plus que 2400 véhicules à Djibouti. Eh bien, le navire d'export transportant plus de 2400 véhicules venant du Mambouya, dont 580 en transbordement vers le Japon. Le directeur général du DMP, Jama Ibrahim Darar, a souligné l'importance du port djiboutien dans son ensemble et a exprimé sa joie pour le bon déroulement de l'opération, précisant que le port a montré qu'il peut gérer ce genre de transbordement. Ceci démontre que le DMP est devenu véritablement un hub de transbordement de véhicules. Par définition, le transbordement constitue l'action d'expédition de marchandises ou de conteneurs vers une destination intermédiaire, puis vers une autre destination. Un nouveau chapitre dans le transport maritime s'ouvre donc pour la République de Djibouti, déterminé à devenir une plateforme logistique internationale et un centre multimodal dans les échanges économiques et commerciaux. Pour augmenter ses trafics et surtout ramener du transbordement à Djibouti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le service du port de Djibouti est à la hauteur de ce qu'ils attendent, c'est-à-dire la rapidité, l'efficacité, et qu'en fait, cette situation permet d'imaginer un développement futur, en particulier des transbordements. Donc je pense que tout le monde peut être satisfait de voir qu'une compagnie a fait confiance à Djibouti, qu'elle a réussi à obtenir le service qu'elle souhaitait et qu'elle espère continuer à développer ses activités grâce au port de Djibouti. Voici à présent le mot du directeur général du DMP, M. Jama Ibrahim Darar. Aujourd'hui est un grand jour parce que nous avons un navire qui transporte plus de 3600 véhicules.
On a mis en place depuis 2021 une stratégie pour que notre port devienne un port de transbordement de véhicules. Je pense que cette stratégie a donné ses fruits. Depuis 2021, nous avons reçu dans ces ports plus de 6 000 véhicules. En 2022, de janvier jusqu'à aujourd'hui, on a reçu comme véhicules plus de 9 000 véhicules. Donc ça montre quand même que cette stratégie a été, la stratégie qui a été mise en place a donné ses fruits. Nous allons continuer donc à être performants parce que les armateurs attendent que notre port soit performant. Et notre objectif premier est de devenir le premier port de la région au niveau du débarquement de marchandises au niveau des conteneurs, au niveau du General Cargo, au niveau de l'ensemble de multipurpose. Donc notre port est un port qui était spécialisé dans le débarquement de tout type de marchandises. Et je pense qu'aujourd'hui, on est là. Et je suis, en tant que responsable donc, de ces ports, extrêmement content parce qu'on a pu arriver donc à nos objectifs. Dans l'actualité, également, le maire de la ville de Djibouti a reçu aujourd'hui dans ses bureaux la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Madame Emma Ngouane Anou. Il s'agissait donc d'une réunion de travail en vue de renforcer les liens de partenariat entre la mairie et le PNUD. C'est dans ce cadre que la représentante du PNUD a remercié le maire de la ville pour l'accueil avant d'aborder l'objectif de cette réunion. La représentante du PNUD a discuté des projets en commun et les projets à venir destinés au développement dans plusieurs secteurs. Le maire de la ville a quant à lui mis le point sur le partenariat privilégié entre la mairie et le PNUD. Les deux parties ont longuement discuté sur les différents appuis techniques que peut apporter le PNUD pour renforcer la relation déjà existante et privilégiée. La représentante du PNUD a pour sa part félicité le maire pour sa récente nomination à la tête de la mairie et s'est dite confiante à la redynamisation des activités ayant trait au développement. Les deux parties donc ont convenu à raffermir davantage leurs relations, notamment sur le renforcement de partenariats. Sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'école yéménite de Djibouti a lancé hier les examens du certificat secondaire sous la supervision de l'envoyé du ministère yéménite de l'Éducation. À cet égard, environ 61 étudiants et étudiantes se sont rendus dans les salles d'examen pour passer donc les épreuves. Le chef de corps fondateur de l'école yéménite et le chef de conseil d'administration de l'école ont donc effectué une visite d'inspection au centre en présence du chef de centre et le superviseur d'examen, ont exhorté que les étudiants doivent faire plus d'efforts, de diligence et de persévérance pour couronner leur année universitaire d'excellence et de succès. Cette visite a été effectuée par le président de l'Assemblée constituante avec la participation du secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation nationale. L'Institut de santé publique de Djibouti, par le biais du service de surveillance, de prévention et de contrôle des maladies, a organisé hier un atelier d'information et de sensibilisation sur la variole de singe. Cet atelier, présidé par le directeur général de l'Institut national de santé publique, Dr Hussein Youssouf, a vu la participation de tous les médecins des structures de santé publiques, parapubliques et privées. Depuis l'apparition de ce nouveau virus, le ministère de la Santé a mis en garde des actions d'envergure et notamment le renforcement
du dispositif de surveillance dans tous les points d'entrée du pays. La République de Djibouti n'a pas encore enregistré de cas de variole de singe. Le ministre de la Santé exhorte la population à une plus grande vigilance et assure que le pays dispose de tous les moyens nécessaires pour faire face à cette nouvelle épidémie. Écoutez le directeur général de l'Institut national de santé publique. Les prestataires sanitaires, les médecins, les infirmiers trières, les collègues du ministère de la Santé et des différents corps, de les préparer, de leur mettre à disposition un document simplifié pour pouvoir dire quelles sont les définitions d'un cas suspect, d'un cas probable et d'un cas confirmé. S'il y a un cas suspect, comment prendre en compte, comment se protéger, comment protéger les populations autochtones et les personnes autour, qui doit prélever, comment acheminer le prélèvement et comment sécuriser ce prélèvement. Le plus important, c'est de pouvoir partager et réajuster la donne et de pouvoir mieux se préparer dans le cadre d'une apparition d'une épidémie en tant que telle. Une semaine après le massacre perpétré par un tireur dans une école primaire d'Uvalde, qui a bouleversé l'Amérique, la petite ville texane, encore traumatisée, a enterré hier ses premières victimes enfantines, partagées entre douleur et colère. Les funérailles des 19 enfants et de 2 enseignantes morts le 24 mai sous les balles de Salvador Ramos, 18 ans à peine, s'étendront jusqu'à la mi-juin. À Washington, le président Joe Biden, à l'occasion d'une rencontre avec la première ministre néo-zélandaise, dont il a loué les efforts contre la violence, a promis de rencontrer les membres du Congrès pour parler du problème des armes. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti.